Le développement d'une vision, d'objectifs et d'une approche stratégique pour la digitalisation d'un secteur comme celui de la santé devrait en gros se baser sur deux éléments. Un premier élément, c'est la définition de ce qu'on devrait faire, où on veut aller. Et ces informations sont principalement fournies par des documents stratégiques comme le SRSS, comme le PNDS, comme le Plan national du numérique, comme la stratégie nationale pour l'implémentation de la couverture santé universelle, comme les objectifs de développement durable et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on devrait faire. Un deuxième élément, c'est ce qu'on a déjà fait. Qu'est-ce qui existe déjà? Et donc ces informations nous sont fournies principalement par le diagnostic sectoriel TIC pour le secteur de la santé, ce qu'on vient de décrire dans la présentation précédente. Le gap entre les deux, c'est ce qui doit être pris en charge par le plan national de développement de l'information, de l'informatisation de la santé. Et en fait, dans ce gap, on va définir d'un côté la vision, donc dire voilà jusqu'où on veut aller avec ce plan, parce que c'est un plan qui porte sur 5 ans, et donc il faut essayer de respecter un certain réalisme dans ce genre de plan. On va se poser des objectifs précis, sélectionner des objectifs prioritaires qui vont au mieux répondre aux exigences des plans directeurs. Et troisièmement, développer des approches stratégiques pour réaliser ce genre d'objectifs. Alors, quant à la vision du PNDIS, elle résume quelque part les ambitions des différents plans directeurs. Avec le plan national de développement de l'informatique sanitaire, on voudra arriver à la réalisation d'un système d'information sanitaire intégré qui est renseigné par des outils digitaux de première collecte qui sont centrés sur le patient et sur les métiers des professionnels de santé et qui offre une source d'information complète, fiable et accessible en temps opportun pour permettre le pilotage d'une politique sanitaire orientée sur la couverture santé universelle. Donc il y a beaucoup d'éléments dans cette vision. Et un premier élément, c'est évidemment que on se focalise ici sur le système d'information et pas plus génériquement sur les systèmes de la santé, mais il s'agit du système d'information sanitaire, un système qui doit être intégré, qui doit rassembler toutes les sources et tous les mécanismes de collecte de données. Et ce système d'information sanitaire devrait être alimenté par des outils de première collecte, et donc pas par des outils parallèles, mais des outils de première collecte qui sont premièrement centrés sur le patient, donc pas sur des maladies individuelles, mais sur le patient, et qui vont répondre à des besoins concrets des professionnels de santé. Donc, ils devront fournir un retour sur l'investissement personnel pour chaque utilisateur dans le secteur de la santé. Alors, un tel système d'information devra offrir des informations complètes. Il ne doit pas y avoir des lacunes ou des informations qui manquent. Ces informations doivent être de bonne qualité, donc fiables, et doivent correspondre à la réalité du terrain, et les informations doivent également être disponibles, accessibles quand on en a besoin, donc en temps opportun. Et donc un dernier élément, c'est que ces informations devraient être utilisées, parce qu'actuellement c'est quelque chose qui fait fortement défaut, c'est l'utilisation des données, devrait être utilisées pour piloter une politique sanitaire qui sera orientée sur
une grande ambition qui est la couverture santé universelle. Alors on pourra dériver de cette vision un nombre d'objectifs pour le plan national de développement de l'informatique sanitaire. Le premier objectif, c'est de pouvoir mettre en œuvre un système d'information sanitaire intégré et unique, comme expliqué. Ça veut dire qu'il sera alimenté par des outils métiers de première collecte sans redondance d'encodage. Donc, ça devrait être fini d'enregistrer les mêmes données, des données redondantes, à travers des mécanismes d'encodage parallèles juste pour des besoins de statistiques ou de suivi et évaluation. On devrait récupérer les données sources, les données de première collecte, les données de soins, pour en faire un usage secondaire dans le cadre d'analyse statistique ou de gestion de programme. En plus, ce mécanisme de collecte de données à travers des outils métiers de première collecte devrait s'appliquer non seulement dans le secteur public, mais également dans le secteur privé. Parce qu'actuellement, le secteur privé est en grande partie exclu ou ne participe au moins pas dans la collecte des informations, donc dans l'alimentation du système d'information. Et pourtant, au moins pour tout ce qui est consultation ambulatoire, le secteur privé, certainement en milieu urbain, est un des acteurs majeurs, un des acteurs clés pour rendre des services de soins à la population. Et donc, si on rate ces données-là, on rate également une grande source d'informations pour alimenter, pour piloter une politique de santé. Le deuxième point, c'est donc la prise de décision sanitaire, et donc de plus en plus, on devrait évoluer réellement vers une prise de décision sanitaire basée sur les évidences qui sont fournies par un système d'information sanitaire qui est fiable, et qui devra prouver sa fiabilité. Et donc, cette utilisation du système d'information sanitaire est un élément clé, non seulement pour justifier les investissements qu'on fait dans ce système d'information, mais également comme facteur de motivation pour les utilisateurs en périphérie, les professionnels de santé, pour fournir des informations de qualité. Parce que fournir des informations qui ne sont pas utilisées, ce n'est pas motivant, stimulant pour personne. Alors, un deuxième objectif dérivé de la vision du PNDS2, c'est le renforcement du niveau opérationnel du système de santé. Ça veut dire qu'on devra investir dans la mise en place de solutions digitales pour la gestion de la logistique pharmaceutique, pour la gestion des inventaires et de la maintenance biomédicale, la gestion des ressources humaines de la santé, la gestion intégrale de tous les flux d'informations des structures de soins et pour rendre possible une surveillance épidémiologique intégrée, complète et efficace. En plus, on constate un important défi au niveau des capacités informatiques mais également cliniques des professionnels de soins en RDC, et donc le renforcement de ces capacités des ressources humaines de la santé sera un élément clé. La qualité des soins dépend fortement de ces qualités, de ces capacités des ressources humaines. Et bon, dans le cadre de la couverture santé universelle, quelque chose peut être, donc les soins peuvent être très bon marché, mais si la qualité est nulle, on n'a pas fait beaucoup de progrès. Donc, il faudra offrir une très bonne qualité pour un coût qui est tout à fait abordable. Et donc, ce renforcement de capacité devrait passer à travers des formations diplômantes, intra- et extracurriculaires,
Donc ça veut dire qu'il faut intégrer la digitalisation dans les programmes ou les curricula de médecine, de sciences infirmières, etc. Mais également offrir des formations complémentaires, postgraduat, postdiplômantes, en formation ou sous forme de formation continue. En plus, il sera important de mettre en place des solutions ou des stratégies pour améliorer la coordination et l'interopérabilité de systèmes d'information dans le secteur de la santé en RDC. Ça passera par la normalisation au niveau technologique, mais également sémantique, des solutions e-santé et biomédicales qui sont mises en place. Donc il faut être sûr que les différentes applications, les différentes solutions informatiques puissent se parler entre eux et que les équipements biomédicaux qu'on va intégrer dans le secteur de la santé soient également compatibles avec les systèmes d'information. Pour cela, la mise en œuvre d'une plateforme e-santé nationale pour le pays devra être considérée, une plateforme qui devra offrir des services TIC stratégiques et élémentaires et qui sont des services communs, comme des services d'identification. On parle ici d'identification de patients, mais identification aussi de professionnels de santé, identification de structures de soins, etc. Des données de géolocalisation, des services de terminologie, de classification et de nomenclature pour être sûr que toutes les solutions e-santé qui sont utilisées en RDC appliquent les mêmes normes, utilisent les mêmes standards de données et le même langage. Alors, pour réaliser ces objectifs, le PNDIS deuxième génération propose 5 axes stratégiques. Le premier axe, c'est l'axe de la normalisation. Dans le cadre de cette normalisation, on devra sélectionner et dans le cas où ce sera nécessaire, éventuellement élaborer des nomenclatures et des standards d'information sanitaire qui devront obligatoirement être utilisés à travers tout le pays. C'est un défi, donc de non seulement mettre en place ce genre de standards et nomenclatures, mais de s'assurer à ce que ces nomenclatures et standards soient utilisés et appliqués par tous les acteurs dans le secteur de soins. Ce sera indispensable, par exemple, de mettre en place une nomenclature de prestation de soins si on veut arriver à mettre en place la couverture santé universelle, parce que si on ne parle pas le même langage, il n'y aura pas possibilité d'installer ou d'appliquer l'aspect universel de cette couverture sanitaire. En plus de la normalisation pour les applications, on devrait même avoir des normes et des critères minimaux de qualité pour les différentes applications sanitaires, mais également pour les équipements biomédicaux. Et ce sont des normes et des critères minimaux qui seront exprimés en termes de fonctionnalité et en termes de capacité d'interopérabilité avant que une solution ou une application puisse être accréditée, homologuée ou entrer sur le territoire de la RDC. Donc on devra inventoriser et homologuer les différentes solutions digitales sanitaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais si on veut garantir une certaine qualité, on devra absolument passer par ce mécanisme. Alors, le deuxième axe, c'est l'axe de l'interopérabilité. Un peu lié à la normalisation, mais ça va un peu plus loin.
Donc là, on note le besoin de développement d'une architecture entreprise e-santé pour le ministère de la Santé publique. Ce qui veut dire qu'on devra documenter techniquement les interfaces, les critères, les services mutualisés qui sont mis en place et qui sont mis à disposition également en RDC pour pouvoir garantir une interopérabilité maximale entre les différentes applications. Cela comprend également le développement et le besoin de développer progressivement et mettre à disposition des différents opérateurs, des différents acteurs, une série de référentiels élémentaires. Et les référentiels élémentaires qui doivent être utilisés obligatoirement par toute solution e-santé. On parle ici, qu'est-ce que ce sont en fait les référentiels élémentaires? On parle ici de répertoire des formations sanitaires, de répertoire de professionnels de santé, d'un répertoire des assurés, des bénéficiaires, des programmes d'assurance maladie, des différents plans de couverture qui existent, des assureurs qui sont actifs dans le pays, la liste des médicaments essentiels avec toutes les codifications qui vont avec, une liste des analyses laboratoires qui sont disponibles sur le territoire, y compris leur codification internationale et les informations de géolocalisation qui peuvent être rattachées à des structures sanitaires ou des structures civiles qui existent sur le territoire de la RDC. Au lieu de implémenter ce genre de référentiel dans chaque application individuelle, verticale ou spécifique pour un programme ou pour une direction, il est important de le faire au niveau national et de partager ces éléments entre les différentes solutions e-santé qui sont déployées. Troisième axe, ce sont les applications métiers. Donc là, on se focalise sur un nombre restreint d'applications métiers pour lesquelles on pense qu'il y a un grand besoin explicite dans le cadre de l'implémentation de la couverture santé universelle. Premièrement, il s'agit de l'extension et le renforcement du DHIS2, notamment vers les composantes du SNIS qui manquent encore. Et évidemment aussi en termes de renforcement de la qualité de l'information. La mise en place d'un système intégré de gestion des informations logistiques, donc la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. La gestion des inventaires et de la maintenance biomédicale, donc la gestion des équipements biomédicaux, mais également des infrastructures, du parc de véhicules dans les structures de soins, etc. Donc tout ce qui est en fait investissement, immobilisation. La gestion intégrale des structures de soins, des formations sanitaires, y compris tout leur flux d'informations qui peuvent être informatisés. Et finalement, la mise en œuvre d'une solution intégrée de surveillance épidémiologique permettant un meilleur suivi et une meilleure riposte face à des catastrophes et des épidémies comme on les connaît toujours aujourd'hui. Quatrième axe stratégique, ce sont les infrastructures. Et donc là, on vise l'élaboration d'un intranet de la santé qui peut être un réseau virtuel privé et qui est basé sur multiples technologies selon leur disponibilité. Le 3G, le 4G, les VSAT. Il n'y a pas besoin d'installer des VSAT là où des technologies plus simples, moins chères et plus fiables peuvent être utilisables. Donc, on doit évoluer vers un système mixte où probablement le nombre d'implémentations ou d'installations de VSAT va graduellement diminuer et pour, dans un certain nombre d'années, probablement disparaître complètement.
Alors, un autre élément d'infrastructure, c'est le besoin de fournir et de prévoir des sources d'énergie renouvelables qui sont dédiées aux équipements informatiques, offrant une énergie beaucoup plus stable, une électricité parfaitement sinusoïdale, qui permet également de prolonger même la durée de vie des équipements sensibles comme les équipements informatiques, serveurs et réseaux. Le cinquième axe stratégique concerne les ressources humaines. Et donc, dans le cadre du renforcement des capacités, donc du renforcement des ressources humaines, on propose la mise en place de ce qu'on appelle un campus numérique de la santé, qui est une initiative ou une structure combinée, avec d'un côté les aspects de formation et de recherche qui sont hébergés au niveau d'un centre d'excellence pour la recherche et formation en informatique de santé, qui est en fait une structure multicentre. Initialement, on pense pouvoir déployer ce genre de structure au niveau des écoles de santé publiques de Kinshasa, Bukavu et Lubumbashi, et peut-être dans quelques années également à Kisangani, et qui devra fournir des solutions de formation au niveau de maîtrise en informatique de santé, mais là on n'en a pas besoin de milliers, donc c'est une formation qui pourra rester plutôt restreinte. Des certificats en informatique de santé appliquée, des CISA, qui s'orientent vraiment vers les professionnels qui sont déjà actifs dans le secteur de la santé, des médecins, des infirmières, des laborantins, des pharmaciens, etc., même des informaticiens, et qui veulent se perfectionner dans leur domaine. Et également la mise à disposition d'une offre de formation continue. Au niveau de ce service, on pourra également avoir l'ambition de mettre en place une bibliothèque numérique sanitaire de la RDC, une ancienne ambition du PNDS1, mais qui n'avait pas encore été réalisée, et qui permettra une meilleure diffusion de toutes les connaissances qui existent actuellement, mais qui sont trop peu accessibles par les différents acteurs et les différents intéressés en RDC. Un deuxième élément de ce campus numérique de la santé est la mise en place d'une polyclinique virtuelle de la RDC, Polyvic, et qui devra offrir des services de télémédecine avec la possibilité de centraliser des ressources spécialisées nationales, mais donc évidemment à distance, c'est virtuel, et des ressources internationales de la RDC qui peuvent également participer dans ce genre d'initiative. Donc là, on vise la mise en place d'un partenariat public-privé où seulement un petit investissement devrait être fait au niveau du secteur public, mais où des contributions du secteur privé pourraient permettre de opérationnaliser ce genre de polyclinique virtuelle, avec un grand souci de pouvoir renforcer le manque de compétences spécialisées, des compétences cliniques en périphérie dans les zones rurales. Et finalement, quel peut être le rôle de l'ANICIS dans tout cela? Premièrement, l'ANICIS pourra jouer le rôle d'une structure sectorielle coordinatrice TIC, donc pour le secteur de la santé, et qui devra être une structure qui doit être au service de toutes les structures du MSP. Donc l'informatisation n'est pas un objectif en soi. La digitalisation, ce n'est pas un objectif pour le secteur de la santé. C'est un outil, et un outil qui doit être au service des structures du ministère. Et donc, il y a un nombre de fonctions essentielles qu'on a identifiées pour l'ANICIS et qui correspondent plus ou moins à des divisions qu'on avait envisagées pour la structure. Il y a d'abord la fonction de normalisation et régulation du domaine de la e-santé. Deuxièmement, la promotion de l'ingénierie biomédicale, qui est encore peu développée en RDC. La promotion et la coordination de développement d'applications digitales dans le secteur de la santé. Il y a également une capacité de développement qui doit être développée en RDC. La coordination
des programmes d'infrastructure e-santé en RDC, et évidemment aussi la coordination et le copilotage des activités de formation et de recherche dans le domaine de la e-santé, mais donc là en collaboration avec le campus numérique de la santé. En gros, le rôle de l'ANISIS, c'est vraiment de mettre de l'ordre, c'est de coordonner tous les grands projets e-santé qui sont déployés dans le pays, en évitant toute redondance et en évitant également qu'il y ait des domaines qui restent sans solution et qui ne sont pas servis. Les mots-clés que je voudrais encore citer pour l'ANISIS, à mon avis, sont la rationalité, donc être sûr que les investissements sont rationnels, le retour sur l'investissement, pas d'investissement sans retour sur l'investissement, un réalisme, ce qu'on fait doit être réalisable, doit être faisable, et la pérennité, y compris un transfert maximal des compétences et des connaissances vers les agents du secteur de la santé de la RDC. Je vous remercie pour votre attention.